Alors, on va maintenant tenter de mettre au clair les positions de chacun et les enjeux politiques autour de ces demandes de pipeline avec notre analyste politique Nicolas Kenny, professeur d'histoire à l'université Simon Fraser. Bonsoir, monsieur Kenny. Bonsoir. Donc, on comprend que l'Alberta et le fédéral ont eu des discussions ensemble sur un nouveau pipeline. La Saskatchewan aussi était dans ces négociations, pas la Colombie-Britannique, alors que ce pipeline devrait passer par la province. Pourquoi est-ce qu'ils discutent sans la Colombie-Britannique? Très bonne question. Et puis, dans la même entrevue, là, où on voyait M. Eby, il disait être presque tombé en bas de sa chaise quand il s'est rendu compte que Scott Moe de la Saskatchewan était dans le coup également. Écoutez, M. Eby a aussi dit que c'est quelque chose de politique. Et je pense que c'est là où il faut trouver la réponse à cette question. Madame Smith essaye de relancer des relations, on va dire, plus amicales avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral de Mark Carney qui veut montrer qu'on fait tout pour développer le potentiel économique du Canada. Et donc, effectivement, on est en train de négocier quelque chose qui concerne la Colombie-Britannique en se disant, ben c'est peut-être pas le temps d'inviter la Colombie-Britannique, sachant de toute façon que M. Eby va s'y opposer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un calcul à régler entre Ottawa et Edmonton là, qui doivent remettre un peu les relations au beau fixe, sachant que ça fait des années que les tensions perdurent autour de projets, de différents projets de pipeline. Donc, il y a du chemin à faire et on l'a dit, il faut le répéter, Mme Smith rencontre ses membres de son parti dans un congrès le week-end prochain. Elle veut avoir du concret aussi à leur présenter. Donc, si M. Eby fait partie de la conversation, je pense que ça prolonge les délais. Donc c'est effectivement un jeu politique et je pense qu'on va encore parler de cette question pendant très longtemps. Est-ce qu'il y aurait peut-être une tentative de donc monter ce projet et ensuite de mettre la Colombie-Britannique devant le fait accompli, un peu pour la forcer à accepter? C'est très possible. Alors, on a vu que la Colombie-Britannique, et d'ailleurs, M. Eby s'en targue à répétition, a obtenu 4 des 10 premiers projets considérés d'intérêt national, là, sur la fameuse liste de M. Carney. Donc, on peut dire, regardez, Colombie-Britannique, on a fait beaucoup de choses pour vous. C'est à vous maintenant aussi de faire des sacrifices. Le problème, c'est que M. Eby s'y oppose, mais il a son électorat derrière lui, la base des électeurs néo-démocrates qui ne vont pas accepter de sitôt la construction d'un pipeline ou encore l'élimination de l'interdiction pour les pétroliers sur la côte nord-ouest de la province. Il y a les Premières Nations dans la région qui s'y opposent fermement, qui ont réitéré leur opposition et qui seront prêts à aller loin, notamment avec les tribunaux pour contester ce pipeline. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que même si on a des discussions un peu pour l'image, et peut-être qu'on aimerait bien mettre la Colombie-Britannique devant le fait accompli, mais c'est pas quelque chose qui peut s'opérer rapidement. Et c'est ça l'argument, le contre-argument de M. Eby, c'est faisons cette optimisation de Trans Mountain parce que ça, on sait faire très vite et à beaucoup moindre coût. Il y a une certaine ironie à entendre M. Eby dire ça aussi, sachant que son parti et lui-même s'était très longtemps opposé à ce projet. Mais maintenant, je pense qu'on se dit mieux vaut aller avec ce qu'il y a que de risquer d'aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'on verra un pipeline vers le nord-ouest de la province? Moi, je pense qu'il y a encore trop de dossiers à régler. Mais pour M. Carney, il peut montrer qu'il a au moins fait l'effort. C'est déjà beaucoup pour lui. Ouais, justement, vous avez commencé à aborder l'histoire les oppositions qu'il y a à ce pipeline. Est-ce que c'est même réaliste d'y penser quand on voit que les Premières Nations de la côte ont signé un appel il y a quelques semaines pour rappeler leur soutien à l'interdiction des pétroliers dans la côte nord? David Eby l'a signé avec eux. Ouais. Est-ce qu'il y a une voie possible? C'est difficile de voir comment. Éventuellement, dans un avenir plus éloigné, admettons que le Parti conservateur forme le gouvernement en Colombie-Britannique, eux, ils se disent favorables. Mais tant que M. Eby est là, en tout cas, il y aura de l'opposition. Et de toute façon, il y aura de l'opposition de la part des Premières Nations qui pourront se prévaloir des tribunaux aussi pour ralentir le processus. Cela dit, la leçon qu'on a appris de Trans Mountain, c'est que le NPD s'y opposait aussi, a tenté de bloquer à différentes phases le projet et ça n'a pas fonctionné. Au bout du compte, ça revient à Ottawa de décider.
Par contre, il y a un coût politique très élevé et ça va figurer dans les calculs forcément de M. Carney. Enfin, on va rester sur les ambitions de la province en termes de réduction des gaz à effet de serre. La province avait justement des grandes ambitions sur les ventes de véhicules électriques. À la base, son objectif, c'était qu'en 2035, 100% des véhicules vendus dans la province soient des véhicules électriques. Elle a abandonné cette ambition. Même chose pour les subventions qu'elle offrait pour l'achat de véhicules électriques. C'est un recul pour la Colombie-Britannique ? Bien, je pense que du point de vue environnemental, on peut voir un certain recul. C'est intéressant de voir la réaction de M. Dix, le ministre de l'Énergie, qui dit « Ah, finalement, ce n'était pas réaliste », comme si, encore une fois, il y a des revirements de situation assez intéressants parce que le NPD avait vraiment soutenu et insisté pour ces objectifs. Et maintenant, on dit que ce n'est pas réaliste, mais ça nous montre en quoi la situation politique est très fluide en ce moment et on est en train petit à petit d'abandonner les ambitions climatiques au profit du développement des ressources. Et tout ça, bien évidemment, c'est issu de la guerre tarifaire avec les Américains et la recherche de nouvelles opportunités économiques. Mais ça représente quand même un changement de cap. Et je reviens à la question du fameux pipeline. Monsieur Eby doit quand même tracer une ligne quelque part en voulant garder ses bona fides écologiques, en voulant montrer qu'il a quand même des principes écologique. Le pipeline lui permet de faire ça, alors qu'on revient sur les mandats de véhicules électriques. On est d'accord pour draguer Lance-Burrard. On enlève la taxe sur le carbone, etc., etc. Donc, quelque part, il doit aussi, pour revenir sur le pipeline, il doit aussi montrer une certaine crédibilité sur ce dossier-là qui tient quand même à cœur à une certaine partie de son électorat. Nicolas Kenny, merci pour vos réponses. Merci à vous.